Une fille se réveille d'un coma de 5 ans et dit quelque chose de terrible. Lorsqu'Émilie ouvrit les yeux après des années de coma, un soulagement envahit le personnel de l'hôpital. Son retour miraculeux à la conscience fit la une des journaux. Cependant, la joie fut de courte durée. Lorsque le médecin lui demanda doucement ses premiers mots, l'expression d'Émilie devint grave, révélant une obscurité qui planait sur son réveil. Sa révélation murmurée laissa le médecin figé alors que la pièce se remplissait d'une tension inquiétante. Émilie murmura, d'une voix à peine audible, que quelqu'un avait été là, à la regarder. Le visage du docteur Stevens pâlit, et un frisson parcourut son échine alors qu'il se penchait pour essayer de comprendre ses paroles. Il lui demanda de qui elle parlait, mais Émilie secoua simplement la tête, les yeux écarquillés de peur. L'infirmière à proximité eut un hoquet de surprise, et l'atmosphère oppressante dans la pièce devint encore plus lourde, rendant la respiration difficile pour tous. Entendant le tumulte, les parents d'Émilie se précipitèrent à son chevet. Les larmes coulaient sur leur visage en voyant leur fille réveillée après tant de temps. Sa mère exprima sa joie et son incrédulité en serrant Émilie dans ses bras, tandis que son père lui tenait la main avec une prise ferme mais douce. Leur soulagement, bien que palpable, laissa rapidement place à l'inquiétude en remarquant la peur dans l'expression d'Émilie. Les yeux d'Émilie scrutaient la pièce, ses souvenirs embrouillés et confus. Elle mentionna doucement qu'un homme venait la voir pendant qu'elle dormait. Ses parents échangèrent des regards inquiets. Sa mère essaya de la calmer en lui caressant les cheveux et lui demanda qui était cet homme, si elle pouvait le décrire. La frustration était évidente sur le visage d'Émilie alors qu'elle secouait la tête, incapable de se souvenir des détails qui lui échappaient. Avec cette inquiétante révélation d'un visiteur mystérieux, le personnel de l'hôpital renforça rapidement les mesures de sécurité. Des gardes furent postés à toutes les entrées, et la surveillance fut doublée. Personne n'était autorisé à approcher Émilie sans un contrôle minutieux. Les rumeurs se répandirent dans l'hôpital comme une traînée de poudre, et l'atmosphère devint pesante alors que tout le monde restait vigilant, perplexe et inquiet face à cette menace inconnue. Les parents d'Émilie, dépassés par les événements, décidèrent qu'ils devaient rester auprès d'elle. Son père déclara fermement qu'il ne pouvait pas la laisser seule après tout ce qu'elle avait traversé. Ensemble, ils réorganisèrent leurs emplois du temps, se relayant pour rester avec Émilie et surveiller constamment tout signe de danger. Cette nuit-là, le calme de l'hôpital semblait amplifier le moindre bruit. Soudain, un cri perçant brisa le silence. Émilie se débattait dans son lit, pointant frénétiquement un coin de la pièce. Elle affirma qu'il était là. Les infirmières et ses parents accoururent pour la calmer, lui assurant que personne n'était dans la pièce. Sa mère la serra contre elle, mais la peur d'Émilie était palpable et fit frissonner tout le monde. Le lendemain matin, le personnel de l'hôpital examina chaque centimètre des enregistrements de vidéosurveillance. Ils passèrent des heures à scruter les bandes, cherchant tout signe d'un visiteur inhabituel. Malgré leurs efforts, il n'y avait aucune preuve de la présence de quelqu'un, et l'absence de réponse ne fit qu'alourdir la tension qui pesait sur l'hôpital. Incapables de trouver des explications, les parents d'Émilie décidèrent qu'il valait mieux la ramener chez elle. Son père suggéra que retrouver un environnement familier pourrait l'aider, et sa mère approuva. Les médecins donnèrent leur accord à contre-cœur, espérant que ce retour apporterait un peu de réconfort à Émilie. Tandis qu'il rassemblait ses affaires, Émilie resta silencieuse, ses yeux scrutant nerveusement les environs. De retour chez elle, Émilie observa les lieux qui lui étaient familiers. Bien que certaines choses fassent naître un léger sourire sur son visage, comme les photos de famille alignées dans le couloir, d'autres endroits la remplissaient d'un malaise. Elle évita complètement le bureau de son père et sa chambre d'enfant, admettant calmement qu'elle n'aimait pas ces pièces. Ses parents échangèrent des regards préoccupés, mais évitèrent d'insister. Ils savaient qu'ils devaient avancer avec précaution. La première nuit chez eux, la maison était inhabituellement calme. Les parents d'Émilie espéraient que cet environnement paisible l'aiderait à dormir. Cependant, des bruits étranges résonnèrent dans le couloir, réveillant tout le monde en sursaut. Le père d'Émilie, saisissant une batte de baseball, reconnut les bruits, tandis qu'Émilie acquiesça, les yeux écarquillés de peur. Malgré leurs recherches, personne ne trouva l'origine des bruits, laissant la famille sur les nerfs. Le sommeil fut difficile à trouver, et les parents d'Émilie, encore secoués par ces événements étranges, décidèrent finalement d'appeler la police. La peur d'une effraction, les officiers arrivèrent rapidement, inspectant chaque recoin de la maison. Après une recherche approfondie, ils ne trouvèrent rien d'inhabituel. Les officiers mentionnèrent qu'il n'y avait aucune trace d'effraction, ce qui apporta un soulagement mais aussi une frustration pour la famille d'Émilie. Ce n'étaient pas seulement les bruits étranges qui tourmentaient Émilie. Elle commença à avoir des cauchemars vifs. Chaque nuit, elle voyait le même homme de son coma lui parler. Son visage restait flou, mais sa présence était aussi réelle que jamais. Émilie se réveillait souvent en sueur,
se demandant pourquoi cet homme ne la quittait pas. Ses parents s'inquiétaient de plus en plus, réalisant que ses cauchemars n'étaient plus que de simples figments de son imagination. Les cauchemars d'Émilie se transformaient en flashbacks étranges de son temps dans le coma. Elle se souvenait d'avoir entendu la voix de l'homme, bien que son visage soit toujours flou. Sa voix douce et presque familière ne faisait qu'augmenter sa terreur. Des fragments de ces interactions commencèrent à se mêler à ses rêves. Émilie essaya d'articuler sa confusion en disant qu'il parlait de choses qu'elle ne comprenait pas. Ses parents, réalisant qu'ils avaient besoin d'aide professionnelle, cherchèrent l'assistance d'un psychologue pour enfants. Sa mère insista sur le fait qu'il était essentiel de comprendre les souvenirs d'Émilie. Le docteur Martinez, un psychologue spécialisé dans les traumatismes et la récupération de mémoire, rassura la famille en disant qu'ils travailleraient ensemble pour distinguer ce qui était réel et ce qui était imaginé. Avec un espoir prudent, les parents d'Émilie acceptèrent de commencer les séances de thérapie, espérant qu'elles apporteraient de la clarté et de la paix à leur fille. Lors des séances de thérapie, Émilie commença à révéler davantage de détails sur l'homme de ses rêves dans le coma. Elle parla d'une bague étrange que l'homme portait, jouant avec ses mains en la décrivant. Le docteur Martinez lui demanda plus de détails, et Émilie expliqua que la bague avait une marque distinctive. Ce détail offrait une piste tangible. Les parents d'Émilie écoutèrent attentivement, espérant que ces séances aideraient à résoudre le mystère et à apporter à leur fille la tranquillité d'esprit. Armés de la description de la bague, ses parents se rendirent à la police. Ils expliquèrent l'importance de la bague unique que décrit Émilie. Le détective Harris prit des notes et leur assura qu'une enquête discrète serait lancée. Bien que cette piste semble mineure, chaque détail comptait dans une affaire aussi déroutante. La police commença ses recherches, cherchant des personnes correspondant à la description d'Émilie. Pendant ce temps, le comportement d'Émilie devint de plus en plus erratique. Elle se figeait au moindre bruit, ses peurs étant toujours présentes. Souvent, elle refusait de quitter sa chambre, s'accrochant à sa mère. Son sentiment de sécurité se réduisit encore, et elle répétait qu'elle ne se sentait pas en sécurité. Ses parents, accablés et à bout de nerfs, regardaient impuissants alors que son état se détériorait. Bien qu'ils soient désespérés de trouver une solution, ils se sentaient perdus. Malgré leurs efforts, la police ne trouva aucune trace d'un homme avec une bague correspondant à la description d'Émilie. Ils admettaient être frustrés par la situation de blocage, laissant tout le monde dans l'incertitude. La piste apparemment significative ne menait nulle part. Les parents d'Émilie continuaient de demander des nouvelles régulièrement, espérant un progrès. Cependant, à mesure que les jours se transformaient en semaines, l'espoir de trouver des réponses commença à s'effacer, laissant la famille plus anxieuse que jamais. Déterminée à trouver des réponses, la mère d'Émilie se mit à fouiller dans de vieilles photos de famille et des documents, cherchant tout lien avec l'homme mystérieux. Elle passa des heures dans le grenier, examinant minutieusement les albums photos et scrutant chaque détail, se demandant si quelque chose leur avait échappé. Ensemble, ils espéraient découvrir quelque chose qui pourrait aider Émilie. Les parents d'Émilie se tournèrent également vers leurs voisins, cherchant toute information utile. Madame Thompson, une voisine de l'autre côté de la rue, se souvenait d'avoir remarqué un homme autour du moment du coma d'Émilie. Cependant, elle ajouta rapidement qu'il n'avait jamais agi de manière suspecte. D'autres voisins partagèrent des souvenirs vagues mais n'apportèrent rien de concret. L'absence de preuves solides rendit le mystère encore plus difficile à résoudre, et la famille ainsi que la communauté se retrouvèrent dans l'incertitude. Émilie entendait les discussions sur l'homme mystérieux, ce qui augmentait son anxiété. Elle se réfugia dans le silence, trouvant encore plus difficile de communiquer ses sentiments. Sa mère, inquiète de son retrait, lui demanda doucement si elle allait bien. Émilie répondit par un simple hochement de tête, évitant le contact visuel. Ses parents observaient le contraste frappant dans son comportement, sa personnalité autrefois pleine de vie étant désormais éclipsée par une peur grandissante de l'homme inconnu. Réalisant qu'Émilie avait besoin de plus de soutien, son père décida de travailler depuis chez lui. Il expliqua à son patron que sa présence à la maison était nécessaire pour le bien-être d'Émilie. Il aménagea un bureau temporaire dans le salon, espérant apporter un peu de stabilité dans leur foyer. Cependant, jongler entre le travail et l'inquiétude constante pour Émilie s'avéra difficile. L'atmosphère dans la maison devint lourde, remplie de peur et de préoccupations non dites. Une nuit, le chien de la famille se mit à aboyer sans cesse aux fenêtres, augmentant le malaise dans la maison. Le père d'Émilie tenta de calmer le chien, se demandant ce qui avait déclenché cette alarme soudaine. Malgré ses efforts, les aboiements continuèrent, chaque aboiement semblant résonner comme un avertissement dans la maison silencieuse. Émilie s'accrochait à sa mère, la peur dans les yeux. La tension dans la maison devenait de plus en plus lourde, personne ne se sentant vraiment en sécurité. Une détective nommée Sarah s'intéressa personnellement au dossier d'Émilie. Elle examina minutieusement chaque détail,
espérant trouver une percée. Sarah murmura à elle-même qu'il devait y avoir quelque chose qu'ils avaient raté, tout en triant des notes et des rapports. Sa détermination était évidente alors qu'elle contactait les parents d'Emily pour recueillir plus d'informations, sachant que chaque petit détail pouvait être crucial pour assembler ce puzzle insaisissable. Lorsque Sarah visita la maison d'Emily pour un entretien personnel, elle se présenta et demanda gentiment à Emily de partager plus de détails sur l'homme qu'elle avait vu. Emily hésita au début, mais commença à partager quelques éléments de ses expériences. Sarah écouta attentivement, prenant des notes et observant de près les réactions d'Emily, déterminée à résoudre le puzzle, peu importe la taille de chaque indice. Pendant l'entretien, Emily mentionna une berceuse spécifique que l'homme avait l'habitude de fredonner. Elle la décrivit comme familière, mais dérangeante, en essayant de se souvenir de la mélodie. En entendant cela, Sarah demanda à Emily de fredonner un peu de la chanson. Emily chanta nerveusement quelques mesures, et Sarah se rendit compte que ce détail, bien que petit, pourrait être significatif. Elle le nota soigneusement. En utilisant l'indice d'Emily, Sarah commença à retrouver d'anciens soignants et infirmières de l'hôpital, espérant qu'ils auraient négligé quelque chose de crucial. Elle leur demanda s'ils se souvenaient de quelqu'un d'inhabituel qui aurait posé des questions sur Emily. Si la plupart des réponses variaient et ne rappelaient rien d'inhabituel, une infirmière donna un vague souvenir d'un homme qui posait fréquemment des questions sur l'état d'Emily. Sarah insista pour obtenir plus de détails, demandant une description ou quelque chose de spécifique. L'infirmière s'excusa en disant que tout était flou. Bien que la piste soit vague, Sarah enregistra les informations, comprenant que même le plus petit indice pourrait être vital. Les instincts d'enquête de Sarah la conduisirent à suspecter que quelqu'un de proche de la famille d'Emily pourrait détenir les pièces manquantes. Elle murmurait souvent à elle-même qu'il y avait quelque chose qu'il ne voyait pas. Méticuleusement, elle passait en revue les interactions, cherchant à relier les points et se demandant si cela pouvait être quelqu'un qu'il connaissait. Ses soupçons grandirent lorsque le père d'Emily commença à devenir de plus en plus secret. Ses appels téléphoniques tard dans la nuit et ses fréquents déplacements dans son bureau ne passèrent pas inaperçus. La mère d'Emily se confia à Sarah, exprimant son inquiétude sur son comportement et se demandant pourquoi il l'évitait. Les soupçons de Sarah s'intensifièrent alors qu'elle se demandait si le père d'Emily cachait quelque chose de crucial. Comportement inhabituel ne faisait qu'ajouter à la confusion, ce qui renforça la détermination de Sarah à découvrir la vérité derrière ses actions. Un après-midi, tandis que le père d'Emily était absent, Sarah décida de fouiller dans son bureau. Elle découvrit un petit tiroir caché derrière quelques étagères. D'un coup d'œil rapide, elle ouvrit le tiroir et y trouva de vieilles lettres et des photographies. En examinant les documents, Sarah se demanda qui étaient les personnes sur les photos. Les lettres, écrites par quelqu'un d'inconnu, soulevèrent encore plus de questions. Ce tiroir caché révéla des secrets que le père d'Emily n'avait jamais mentionnés, approfondissant le mystère. Lorsque le père d'Emily revint, la mère d'Emily le confronta avec les lettres. Elle exigea des réponses sur ce qu'il cachait, agitant les lettres devant lui. Son visage rougit de colère et il cria en réponse, l'accusant de fouiller dans ses affaires. L'argumentation s'intensifia rapidement, leur voix résonnant dans la maison. Emily, entendant la commotion, se coucha les mains sur les oreilles. L'échange houleux aggrava le stress de la famille, laissant tout le monde sur les nerfs et désespéré de trouver des réponses. Les nuits d'Emily devinrent de plus en plus agitées lorsqu'elle rêva d'une cabane dans les bois. Lors d'une de ses séances de thérapie, elle parla de la cabane, disant qu'il y avait quelque chose de particulier dans cet endroit. Les fragments de ses souvenirs de coma semblaient être liés à cette cabane mystérieuse. « Ça me semble familier », ajouta-t-elle, ce qui fit remarquer à Dr Martinez. Ses rêves commencèrent à relier des points d'une manière que ni Emily ni ses parents ne pouvaient pleinement comprendre. Intriguée par les rêves, Sarah se concentra sur une ancienne propriété familiale mentionnée dans l'une des lettres. Elle pensa que cela pourrait être la clé de l'affaire. Sarah discuta de cette possibilité avec la mère d'Emily alors qu'elle passait en revue de vieux documents. Elles identifièrent une cabane isolée qui correspondait aux descriptions d'Emily. « Cela vaut la peine d'être vérifié », dit Emily Esmer, et elles se préparèrent pour une visite, espérant découvrir les secrets que cet endroit renfermait et apporter un peu de clarté aux souvenirs troublants d'Emily. La mère d'Emily et Sarah firent le voyage jusqu'à la vieille cabane familiale, leur cœur battant plus vite par anticipation. La cabane se tenait étrangement silencieuse, entourée de bois dense. Sarah suggéra qu'elles entrent, sa voix à peine audible. Elles entrèrent prudemment, trouvant la cabane poussiéreuse mais remplie de signes subtils d'une activité récente. Sarah, éclairant les traces de pas et les meubles dérangés avec sa lampe de poche, remarqua que cela indiquait la présence récente de quelqu'un. La cabane portait les ombres d'une présence à la fois inquiétante et familière. À l'intérieur, Sarah et la mère d'Emily découvrirent des preuves surprenantes suggérant que quelqu'un avait vécu là récemment.
Sarah montra un emballage de nourriture frais et une bougie à moitié brûlée, soulignant la nature inquiétante de leur découverte. L'air semblait lourd de secrets. Elles prirent rapidement des photos et rassemblèrent d'autres petits objets, la mère d'Émilie exprimant la nécessité de remettre tout cela à la police. Elles parcoururent la cabane avec une appréhension croissante, incertaines de qui elles pourraient rencontrer. En cherchant, elles découvrirent une boîte contenant une bague, des vieux vêtements et un livre de berceuse usée. Sarah observa que les objets correspondaient aux descriptions d'Émilie, levant la bague pour en souligner l'importance. Les vêtements paraissaient trop familiers et le livre de berceuse glaça Sarah. Il devenait évident que la personne qui avait séjourné ici avait un lien étroit avec les expériences d'Émilie. Cette découverte approfondit le mystère, le rendant encore plus urgent à résoudre. Parmi leurs découvertes, il y avait un journal contenant des notes détaillées sur la famille. La mère d'Émilie, feuilletant les pages remplies d'observations et de dates, prit la réalisation terrifiante qu'une personne les avait observées pendant des années. Reconnaissant la gravité de leur découverte, elles rassemblèrent soigneusement toutes les preuves et se retirèrent, conscientes qu'elles n'étaient peut-être pas seules. Elles remirent tout immédiatement à la police, intensifiant l'enquête en cours. Alors qu'elles collectaient les objets de la cabane, un bruit soudain au loin les fit se figer. La mère d'Émilie serra la lampe de poche plus fort, son inquiétude grandissant. Sarah, écoutant attentivement, suggéra qu'elle parte immédiatement. Elles se déplacèrent rapidement mais prudemment, sentant le poids de regards invisibles sur elles. Une fois dehors, elles ne pouvaient se débarrasser du sentiment d'être observées. De retour à la voiture, Sarah et la mère d'Émilie conduisirent directement au commissariat. Au commissariat, elles présentèrent les preuves aux autorités. Le détective Harris examina les objets attentivement, reconnaissant leur importance et ordonnant à son équipe d'intensifier l'enquête. De retour à la maison, l'état d'Émilie se détériora. Ses yeux, habituellement brillants, portaient maintenant l'ombre de la peur. Elle exprima la sensation croissante de quelque chose qui se rapprochait d'elle, sa voix tremblante d'anxiété. Émilie se réveillait fréquemment en pleurant, ses nuits remplies de sommeil agité. La vérité, planant au-dessus d'elle comme un nuage sombre, exacerbait sa peur chaque jour qui passait. Le détective Harris se concentra sur la recherche de l'origine de la bague. Après des heures de travail minutieux, l'équipe la relia à un homme ayant un passé lié au père d'Émilie. La révélation surprit et troubla les parents d'Émilie, les poussant à réfléchir sur les événements et relations passées. L'enquête révéla que l'homme, ancien collègue du père d'Émilie, nourrissait une rancune due à un incident lié au travail survenu des années auparavant. Le père d'Émilie admit que l'homme avait toujours nourri de l'hostilité à son égard, son air troublé par cette prise de conscience. La famille fut horrifiée de découvrir qu'un conflit passé avait refait surface dans leur vie présente. Sarah travailla en étroite collaboration avec la police pour reconstituer comment cette vieille rancune s'était transformée en une obsession impliquant Émilie. Pendant ce temps, les cauchemars d'Émilie s'intensifièrent. Elle expliqua qu'elle ne pouvait pas dormir, hantée par le visage flou d'un homme dans ses rêves. Sa peur de fermer les yeux devenait accablante. Ses parents prenaient chacun leur tour place à son chevet, essayant de lui apporter du réconfort, mais la terreur restait implacable. Les heures d'éveil d'Émilie étaient tout aussi tourmentées, la ligne entre la réalité et le cauchemar devenant dangereusement floue. Déterminée à découvrir la vérité, Sarah examina de vieux dossiers d'enquête, espérant déceler un modèle. Elle remarqua une séquence glaçante. L'homme avait traqué plusieurs familles, chaque cas étant étrangement similaire à celui d'Émilie. Cela pointait vers une obsession minutieusement calculée. La nouvelle découverte approfondit l'énigme, alimentant la détermination de Sarah à découvrir l'histoire complète. Sarah et la police ont élaboré un plan pour attirer l'homme. L'anneau distinctif serait la clé. Sarah expliqua qu'il l'utiliserait comme appât tout en exposant la stratégie. La surveillance a été renforcée autour de la maison d'Émilie, dans l'espoir de l'attraper en tentant de récupérer l'anneau. Tout le monde se préparait anxieusement, sachant que ce piège était à haut risque. La sécurité d'Émilie dépendait du bon fonctionnement du plan. Au cours de ces développements, le père d'Émilie est devenu distant. La culpabilité pesait lourdement sur lui pour ne pas avoir prévu le danger lié à son passé. Il murmura qu'il aurait dû savoir, se retirant davantage en lui-même. Émilie sentit sa détresse, ce qui augmenta son anxiété. L'absence émotionnelle de son père laissa un vide, mettant à l'épreuve les dynamiques familiales. Les nerfs de chacun étant à fleur de peau, la maison ressemblait à une cocotte minute prête à exploser. Le piège était tendu, mais les jours passaient sans signe de l'homme. Chaque jour sans progrès augmentait l'anxiété de tout le monde. Sarah se demanda pourquoi il n'avait pas mordu à l'hameçon. Les parents d'Émilie devinrent de plus en plus frustrés, leur espoir diminuant. Émilie sentit la tension, ce qui la rendit plus renfermée. Le jeu de l'attente était éprouvant, tout le monde restant sur le qui-vive,
craignant que l'homme ne frappe quand on s'y attendait le moins. Le comportement d'Émilie devint de plus en plus erratique, ce qui poussa ses parents à organiser un examen médical. Elle était nerveuse, regardant fréquemment par-dessus son épaule, comme si elle s'attendait à voir quelqu'un. Pendant la consultation, le médecin remarqua ses mouvements agités et son malaise. Son père expliqua au docteur Stevens qu'il devait comprendre ce qui causait cela, mentionnant que ses cauchemars et son comportement étaient hors de contrôle. Le médecin fronça les sourcils et accepta qu'un examen plus approfondi était nécessaire. Après une observation minutieuse, le docteur Stevens exprima ses préoccupations aux parents d'Émilie. Il suggéra de faire passer des tests, en parcourant la pièce tout en expliquant qu'Émilie pourrait être confrontée à un traumatisme plus profond que ce qu'il savait actuellement. Sa mère s'inquiéta de savoir si les tests lui feraient mal, et le docteur Stevens secoua la tête, la rassurant que c'était nécessaire pour comprendre l'étendue de son détresse. Il insista sur le fait qu'il fallait creuser plus profondément pour l'aider correctement. Le détective Sarah visita à nouveau la maison d'Émilie, cette fois déterminée à obtenir plus d'informations de la part de son père. Elle insista pour tout savoir. Le père d'Émilie soupira, clairement réticent, et mentionna qu'il y avait de vieux problèmes qu'il pensait sans rapport. Sarah le poussa à en dire plus sur ses problèmes. Hésitant et avec les yeux qui cherchaient nerveusement, il admit qu'il y avait des affaires qui avaient mal tourné, ce qui pourrait être lié. Cette confession fut une révélation, ouvrant de nouvelles pistes pour l'enquête. Finalement, le père d'Émilie craqua et admit une affaire d'affaires douteuse qui avait mal tourné. Réticent mais résigné, il expliqua que cela s'était passé il y a des années, impliquant une brouille avec un collègue qui le tenait responsable de tout et se sentait trahi. La mère d'Émilie, choquée, lui demanda pourquoi il ne lui en avait pas parlé. Il soupira, la culpabilité visible sur son visage, et admit qu'il n'avait pas pensé que cela reviendrait les hanter de cette manière. Après ces révélations, la famille commença à recevoir des messages menaçants. La mère d'Émilie trouva la première note sur leur porte d'entrée, avec des mots griffonnés dans la colère. « Restez silencieux ou souffrez ». Les messages arrivaient par différents moyens, SMS, email, voire écrits sur leur pare-brise. La peur dans la maison monta en flèche. Le père d'Émilie suggéra de montrer les menaces à la police, sa voix tremblante de peur et de colère. La situation devenait de plus en plus dangereuse. La police répondit à l'escalade des menaces en augmentant la surveillance autour de la maison d'Émilie. Des policiers étaient discrètement stationnés autour de la propriété, leur présence visant à attraper l'auteur des menaces. Sarah assura les parents d'Émilie qu'ils faisaient tout ce qui était possible pour les protéger. Des caméras furent installées à des points stratégiques et des patrouilles régulières furent programmées. Au fil des jours, toute la famille resta sur le qui-vive, attendant que l'homme insaisissable fasse son mouvement. Tard dans la nuit, juste comme tout le monde le redoutait, l'homme fit enfin son mouvement. Un bruit à la porte arrière alerta les policiers de garde. L'un d'eux chuchota urgemment dans son radio qu'il y avait un mouvement. Avec précision, ils encerclèrent la maison. Le père d'Émilie jeta un coup d'œil à travers les stores, le cœur battant. La police entra rapidement, attrapant l'homme en flagrant délit en train de tenter de s'introduire. Un policier confirma qu'il l'avait, provoquant un mélange de soulagement et d'effroi. Alors que la police appréhendait l'homme, Émilie se tenait tremblante à la fenêtre du premier étage. Voir l'homme menotté aurait dû apporter du soulagement, mais l'adrénaline était trop forte. Elle eut un tôt le cœur, sa vision se brouillant, avant de s'effondrer. La mère d'Émilie cria son nom et se précipita à ses côtés, suivie de son père, la panique évidente dans ses yeux. Malgré la victoire à l'extérieur, à l'intérieur de la maison, la terreur n'était pas terminée, rendant le soulagement de la famille douloureusement éphémère. En garde à vue, l'homme resta non coopératif, refusant de prononcer un seul mot. Il serrait l'anneau dans ses mains, comme si celui-ci détenait tous ses secrets. Le détective Harris exigea qu'il parle, mais le silence de l'homme demeura inébranlable. Sarah l'observa de près, sa suspicion grandissant. Elle fit remarquer qu'il cachait quelque chose de significatif, son esprit se précipitant vers de nombreuses possibilités. Le silence étrange de l'homme ne fit qu'ajouter au mystère, complexifiant davantage l'affaire. Sarah et l'équipe de la police travaillaient sans relâche pour découvrir les motifs de l'homme. À travers une enquête acharnée, ils découvrirent son obsession tordue. Il avait ciblé des familles auparavant. Sarah révéla, en reconstituant les preuves, que de vieux dossiers de cas montraient un modèle perturbant de harcèlement et de persécution de familles liées aux rancunes passées de l'homme. Chaque détail ajoutait à ce récit glaçant. La découverte mettait en évidence la profondeur de sa fixation, amenant tout le monde à réaliser le danger qu'Émilie et sa famille avaient échappé de justesse. Émilie parla enfin d'une voix tremblante, révélant qu'elle avait tout entendu pendant son coma. Ses yeux étaient remplis d'un mélange de peur et de tristesse lorsqu'elle raconta les paroles de l'homme. Il lui avait parlé de sa sœur jumelle.
Ses parents échangèrent des regards perplexes. Émilie expliqua qu'il lui avait dit que sa sœur jumelle était morte accidentellement et que c'était un secret. La pièce tomba dans un silence lourd sous le poids de sa révélation. Émilie continua, sa voix se brisant, en racontant avoir surpris la conversation entre l'homme et son père. Le visage de son père devint livide en réalisant la profondeur de la situation. Il parlait de la façon dont sa sœur jumelle était morte et que c'était un accident. La mère d'Émilie s'éteignit, se couvrant la bouche de sa main, et demanda si son mari savait cela depuis tout ce temps. Émilie hocha la tête, ses yeux reflétant des années de terreur et de tristesse refoulée. La vérité lourde était maintenant mise à nu. Émilie expliqua comment ce fait caché l'avait hantée pendant des années. Elle révéla qu'elle n'était qu'un bébé lorsque cela s'était produit et qu'il avait gardé secret pendant tout ce temps. L'entendre pendant son coma avait provoqué ses cauchemars et sa peur. Son père enfouit son visage dans ses mains, rongé par le chagrin et la culpabilité. La pièce était emplie de tensions palpables, les émotions étaient vives. Émilie ajouta, à peine audible, que l'homme venait souvent la visiter. Il entrait dans sa chambre et lui murmurait à propos de l'accident. Ses parents restaient silencieux, stupéfaits, essayant d'assimiler l'information. Émilie révéla qu'il utilisait ce secret pour la tourmenter et pour contrôler son père. Elle fixa son père, lui demandant pourquoi l'homme lui avait dit de telles horreurs. Ces mots s'enfoncèrent profondément, laissant tout le monde sous le choc. La famille se battait pour reconstituer le puzzle. Sa mère murmura que cela expliquait tout, les yeux grands ouverts de réalisation. La vérité avait brisé toute normalité. Ils restèrent là, abasourdis, essayant de digérer l'impact profond de la révélation d'Émilie. La police enquêta sur le passé de la famille et confirma le secret tragique d'Émilie. Il y a plus de 20 ans, la sœur jumelle d'Émilie était bien morte dans un accident imprévu. Le détective Harris les informa solennellement, en déclarant que l'accident avait été classé comme accidentel et qu'une enquête supplémentaire sur la connexion de l'homme était nécessaire. Les parents d'Émilie s'affaissèrent sur leur chaise, la réalité de leur chagrin refoulé refaisant surface douloureusement. La confession d'Émilie avait ouvert un passé longtemps enfoui. La vérité, aussi douloureuse soit-elle, marquait le début du processus de guérison d'Émilie. Soutenue par sa mère dévouée et Sarah, Émilie commença des séances de thérapie pour traiter son traumatisme. Le docteur Martinez lui assura que ce serait un long chemin, mais qu'elle n'était pas seule. La mère d'Émilie promit qu'elles y arriveraient ensemble, la serrant contre elle. Cette ouverture nouvelle devenait un chemin vers la guérison des blessures émotionnelles. Malgré les révélations traumatisantes, un sentiment de soulagement prudent s'installa dans la famille. Savoir la vérité était douloureux, mais cela fournissait une base pour reconstruire leur vie. La mère d'Émilie resta déterminée, insistant sur le fait qu'ils savaient les uns les autres et qu'ils y arriveraient ensemble. Aux côtés de Sarah, ils commencèrent à reconstruire leur vie. Le chemin ne serait pas facile, mais la perspective d'avancer apporta un éclat d'espoir. Avec une surveillance stricte, le détective Harris assura la famille de leur sécurité, promettant de découvrir toute menace supplémentaire. La présence de la police autour de leur maison devint un confort tangible. Le père d'Émilie, bien qu'en proie à la culpabilité, trouva du réconfort dans la protection accrue, rassurant Émilie en disant qu'ils étaient en de bonnes mains. Le nuage sombre au-dessus de leur maison commença à se dissiper, même si ce n'était que légèrement. Avec l'homme derrière les barreaux, la famille d'Émilie commença prudemment à reprendre sa vie en main. La thérapie continua, et Émilie trouva de petites joies dans la reprise de sa routine, étape par étape. Le docteur Martinez l'encouragea, notant que la peur, autrefois omniprésente, cédait la place à des éclats d'espoir. Le père d'Émilie, bien qu'encore en proie à sa culpabilité, faisait des efforts sincères pour être présent. Le lien familial, mis à l'épreuve et tendu, commença à se réparer. L'avenir, autrefois plongé dans l'obscurité, portait désormais une lueur d'espoir. Dans les moments difficiles, nous comprenons l'importance profonde de l'amour et de la transparence dans nos vies. Les secrets, même ceux gardés avec les meilleures intentions, peuvent infliger des blessures émotionnelles profondes. Lorsque les vérités sont partagées, aussi douloureuses soient-elles, elles ouvrent la voie à la guérison et renforcent les relations. La transparence nourrit la confiance, et la confiance est la pierre angulaire de tout lien significatif, que ce soit au sein de la famille, entre amis ou dans nos communautés. Cette histoire nous rappelle que l'honnêteté, même lorsqu'elle semble difficile, peut être un véritable cadeau que nous nous offrons à nous-mêmes et aux autres. L'amour ne se résume pas aux moments de réconfort, mais consiste aussi à affronter ensemble les vérités les plus dures et à trouver la force dans l'unité. C'est grâce à ce soutien mutuel et à cette compréhension que nous bâtissons la résilience, apprenons à pardonner et avançons. L'amour, dans sa forme la plus pure, est une ancre qui nous maintient stables face aux tempêtes de la vie. Même dans les moments les plus sombres,
la sincérité et la solidarité ont le pouvoir d'apporter de la lumière. Elle nous rappelle que, peu importe la difficulté du chemin, la guérison et la croissance sont possibles lorsque nous embrassons la vulnérabilité et l'ouverture. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a touché, abonnez-vous à notre chaîne et activez la cloche de notification pour ne manquer aucun de nos prochains contenus. À bientôt et prenez soin de vous.